Euh, Plénière, ce qu'on a prévu, on va vous poser deux questions. Vous allez aborder une question à la fois à votre table. Le but, c'est vraiment de vous entendre sur les réflexions. Vous repartirez à 3 heures, 15 heures cet après-midi. Puis tantôt on parlait que c'était important de partager nos apprentissages. Alors la plénière, c'est un partage des apprentissages, des réflexions des 2 dernières journées. Donc, à vos tables, on va présenter une question. Vous allez avoir une dizaine de minutes pour échanger. Encore une fois, on va faire une utilisation intensive de Slido. Vous allez partager ça et ensuite, on va avoir un échange en grand groupe. Il y a 2 micros. Alors, le 10 minutes, Slido, suivi d'un échange de 15 minutes pour chacune des questions. On va répéter ça pour la deuxième et ça va aider. Et quand on a pensé ça au comité organisateur, vous savez, vous êtes en train de réfléchir à ce que vous retenez du sommet. C'est toujours intéressant d'entendre ce que les autres retiennent. Peut-être que ça va venir bonifier aussi votre sac à dos au retour dans vos organisations. Donc, Victoria va présenter et animer la première question. Donc, on vous invite à participer en grand nombre. Donc, pour débuter la plénière, la première question est « Que retenez-vous de ce sommet? Quels sont les 2 ou 3 éclairages les plus marquants? » Donc, vous avez 10 minutes pour discuter avec les collègues à la table et par la suite, on va se retrouver pour partager les réponses. Alors, bonne discussion. On voit que les discussions sont très enrichissantes et stimulantes. On va vous inviter à déterminer un responsable à votre table qui va soumettre les réponses sur Slido. Comme ça, Marilyn pourra les recevoir, les partager, puis faire la modération. Puis par la suite, on entame maintenant une période de discussion de 15 minutes sur cette première question. Donc, il y a 2 micros qui sont disponibles dans la salle, donc juste un ici et un autre là. Donc, vous pouvez venir partager vos constats, discuter de ce qui a été abordé à votre table, puis de nous éclairer là, sur les éclairages les plus marquants pour vous de ce sommet. Alors, je vous invite à soumettre vos réponses et par la suite, aller au micro là, pour nous partager vos constats. Donc, on voit dans les premières réponses qui rentrent là, que la collaboration est importante. On a vu tantôt l'innovation passe à travers nos organismes. Donc, on doit créer des contextes d'apprentissage, susciter un contexte où on peut partager les connaissances, apprendre collectivement. Très important et de ne pas travailler en silo, mais de travailler en collaboration. Je pense que c'est un des termes qui est sorti le plus aujourd'hui et hier. On voit que ça rentre rapidement. Faire le deuil des anciens systèmes pour s'ouvrir à de nouveaux paradigmes, à de nouvelles façons de concevoir les choses. Effectivement, donc de supporter les jeunes, leurs implications dans le milieu philanthropique, mais également dans leur engagement social, de démystifier la philanthropie, favoriser là, une démarche axée sur la collaboration encore. François, qu'est-ce que ça t'évoque, tous ces commentaires-là? Bien, le mot collaboration, prédisposition au changement, c'est ma façon de l'intégrer, mais il y a beaucoup de référence à la transformation. Je pense que les gens savaient qu'ils venaient à un sommet sur un nouvel élan dans une perspective de transformation, mais je pense que le message a passé, puis les gens quittent avec cette prédisposition-là, puis un peu une boîte à outils.
en partie. Puis est revenu souvent, là, je vois le mot bénéficiaire, ou en tout cas les premiers intéressés, l'implication des premiers intéressés. Ça, je dirais que ça a collé pas mal. Il s'agira de le faire, d'apprendre à bien le faire aussi, de façon authentique. Il y a plusieurs réponses qui évoquent le fait de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques, parce que sinon, on reste toujours dans un milieu où on est confortable, il n'y a pas de transformations qui peuvent évoluer et sortir de ce contexte-là. Est-ce qu'il y en a qui veulent aller au micro, discuter? Je vois qu'il y a une première qui veut briser la glace, donc la glace sera brisée avec vous. Bonjour, je suis Renée Ouimet, je suis directrice du mouvement Santé mentale Québec. Une première question, la philanthropie, j'espère qu'on ne va pas utiliser ce mot-là quand on aide nos proches, quand on aime les gens, quand on va aider un neveu, une nièce qui vient d'accoucher, puis aller faire de la relève. J'espère qu'on ne va pas appeler ça de la philanthropie, mais de l'entraide entre gens qui s'aiment, entre voisins. Fait que ça, c'est un petit biais tantôt que je me disais, je trouverais ça dangereux qu'on glisse vers ça comme société. Innovation, s'adapter, transformation, c'est fondamental, mais dans les organismes communautaires, malheureusement, il y a plusieurs groupes qui offrent des services importants, mais il y a beaucoup de demandes de financement qu'il faut faire en fonction d'amener un projet novateur. Mais des fois, on a besoin d'argent pour maintenir nos services qui sont des services d'accueil, de soutien. On se fait poser des questions sur combien de nouvelles personnes vous avez reçues, mais des fois, c'est des milieux de vie fondamentaux. Fait que c'est essentiel. J'ai beaucoup aimé les questions sur le deuil, être dérangé, se transformer, mais en même temps s'appuyer sur ce qui fonctionne et que ça puisse continuer ce qui fonctionne et être financé pour ça. Et je terminerai en disant que je suis une militante depuis au moins 40 ans et qu'il y a tellement d'affaires que je réentends depuis 40 ans avec un nouveau vocabulaire, une nouvelle manière, et qu'on est toujours en train de lutter contre la pauvreté, qui est peut-être notre lutte la plus fondamentale à faire, et on n'a toujours pas trouvé les moyens malgré les belles politiques qu'on a. Puis je rêve encore. Très bien. Merci. Alors, je partage votre rêve sur la question de l'innovation, puis le danger de vouloir innover tout le temps, puis de ne pas avoir, de ne pas poursuivre par exemple, la prestation de services récurrents, puis de base, puis qu'il faut continuer. Il faut bien interpréter ce que je vais dire. J'ai travaillé dans certaines organisations qui étaient très centrées sur la récurrence d'un service et tout ça. Puis des fois, c'est de libérer 5 % du temps, puis 5 % du budget pour ce qu'on peut appeler l'innovation, puis d'intégrer dans les systèmes d'information de l'organisation de l'air frais qui arrive de l'externe. Et d'avoir plus des échanges dans le cours des opérations pour discuter comment on s'ajuste, on évolue, on s'adapte à des besoins évolutifs, beaucoup plus que de virer la maison à l'envers. Donc, je partage votre opinion, puis je pense que des fois, l'innovation pour l'innovation peut être dévalorisant pour des gens qui sont dans la prestation de services récurrente. Donc, il y a un équilibre à trouver, puis il y a une façon de gérer ces choses-là dans le respect de tous, puis la poursuite des activités. Je suis tout à fait d'accord. D'autres interventions au micro sur ce que vous retenez ou des messages que vous voulez véhiculer au groupe sur ce qui a été partagé durant le sommet? Là, c'est pas un karaoké, là, hein? Non. OK. Tantôt. Je ne gagnerai pas, en tout cas, je vous garantis. J'aimerais vous partager, excusez, j'entends ma voix très fort, j'aimerais vous partager quelque chose qui m'a frappé. Le médecin qui a parlé à Bill Gates, Oui. qui a dit « Hey, on met un travail incroyable pour Ebola, alors que nos enfants ne meurent pas de ça. » Et ça m'a frappé parce que je me dis,
En tant qu'organisation, puis on en a parlé beaucoup, on a une obligation de pertinence. On doit s'assurer de maximiser notre impact. Puis quand on parle d'innovation, c'est une des façons de faire, mais ce n'est pas toujours c'est pas toujours nécessaire. Mais sûr d'une chose, on doit constamment réfléchir et dire, on fait-tu la bonne chose? On aide-tu vraiment et on est-tu capable de maximiser notre impact versus les ressources dont on dispose? Puis, c'est ce que j'avais envie de vous partager, de dire, ben, je pense que c'est une belle occasion de dire, prendre une pause, se regarder, parce que l'être humain est un être humain d'habitude, puis on fonctionne sur des paradigmes, on l'a toujours fait. Mais des fois, casser ce beat-là, dire, ben oui, OK, mais encore. Je voulais juste vous le partager. Ce n'est pas une question, Merci. c'est pas un témoignage. Bien. Merci. 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 Une très belle réflexion. Là, on en parlait justement hier lors du panel. On est dans une société où on veut vite, on veut répondre aux courriels le plus rapidement possible. On voit un message sur Teams popper, puis on veut répondre. Fait que de prendre le temps de réfléchir où est-ce qu'on s'en va, comment on peut mieux répondre aux besoins des bénéficiaires, c'est ça la réflexion qu'on tire de ça. Je vois, Marilyn, que depuis tantôt, il y a plusieurs réponses qui sont rentrées. Peux-tu nous partager un peu l'état de la salle sur cette première question? Sans revenir sur ce qui a déjà été dit, je pense que le leadership, il y a un mot qui revient quand même. On a eu un panel qui a adressé la question. C'est le leadership des jeunes aussi également. On a parlé des jeunes, mais comment transmettre le leadership aux jeunes? On a parlé de mentorat, la prise de risque que vous avez nommée. Plusieurs nous ramènent innovation égale inconfort. Je pense que plusieurs vont repartir avec cette notion-là de ce sommet. Le partage des apprentissages, on vient tout juste d'en parler dans le dernier panel, donc que ce soit dans le rapport annuel ou par d'autres moyens, de communiquer nos apprentissages. On innove, on essaie, on se trompe. Donc, de pouvoir le faire tous ensemble, peut-être que ce sera un bon vecteur d'innovation, de changement. Ça a été nommé la valorisation de la philanthropie, la définition de la philanthropie aussi, que tout le monde se définisse comme un philanthrope lorsqu'on l'est, lorsqu'on pose des gestes philanthropes. Donc, ici, je vois aussi trouver son pourquoi comme vecteur de la philanthropie. Il y a Mme Gilbert qui nous avait parlé de ça hier. Donc, c'est un peu le pouls de la salle jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Marilyn. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir au micro, partager leurs réflexions, leurs constats sur leur apprentissage? Sinon, on va pouvoir passer à la prochaine question. Juste par rapport à l'intervention précédente, il y a Donald Gingras qui a dit une belle phrase ici, on veut faire le bien et on veut bien le faire. Puis la remise en question, je pense que tout le monde a été invité à une prédisposition au doute, au questionnement et à la recherche de pertinence. C'est une façon de le dire, mais effectivement, ça a été un thème assez transversal. Moi, je me permettrais, on a parlé beaucoup on a utilisé le terme de collaboration, mais si on avait eu la plénière hier matin, je pense que la notion de trait d'union, du rôle de trait d'union de la philanthropie, puis on peut, ce que les Anglais appellent être un convener, un rassembleur de gens qui ne se parlent pas habituellement. Alors, c'est un rôle intéressant pour la philanthropie. Et il y a plusieurs exemples, notamment de gens qui sont intervenus dans le cadre des panels. Alors, on passerait à la prochaine question. Alors, c'est une question, la première question, on vous demandait, vous, individuellement, plus individuellement, qu'est-ce que vous retenez et avec quoi vous allez repartir pour votre organisation vous-même. La deuxième question, c'est plus pour, je dirais, le milieu de la philanthropie, le secteur de la philanthropie. Alors, dans 5 ans, vous savez, c'est une question qui a été répétée à chaque panel. Là, on vous le demande de façon plus globale suite au sommet. Dans 5 ans, comment pourrons-nous dire si le milieu philanthropique a su se transformer pour mieux répondre aux grands défis de notre temps? Et ça peut être très opérationnel, très, je ne dirais pas abstrait, mais au niveau symbolique et au niveau des valeurs, comme ça peut être de façon très opérationnelle avec des façons de faire et des outils. Alors, vous retournez autour de votre table une dizaine de minutes pour échanger sur l'évolution de notre milieu philanthropique. C'est très riche d'échanges et de réflexions. Alors, merci. Alors, ça entre. Continuez à nourrir Slido.
On va demander à Marilyn de peut-être nous faire un petit résumé ou un reflet de ce qui se partage. Oui, il y a beaucoup de questions sur le financement à la mission, le financement dans la durée. C'est là qu'on pourrait voir que le milieu philanthropique a réussi à mieux répondre aux grands défis. Donc, que ce ne soit plus un casse-tête nécessairement de s'assurer de son financement pour les organismes, puis bien de répondre aux besoins. On parle vraiment de cibles, d'indicateurs. Là, on parle, si on a réduit la pauvreté, si on a réduit les inégalités, on va pouvoir dire qu'on a réussi à répondre aux enjeux. Un sujet qui est revenu pendant le sommet, puis qui revient ici, c'est le lien entre les fondations, le maillage qui peut exister et augmenter, qui serait aussi un bon indicateur. La possibilité d'avoir des bénéficiaires, des gens qu'on aide directement sur le terrain, qui soient présents dans des réflexions comme aujourd'hui, c'est bien parce que ça suit un peu ce qu'on disait dans ce qu'on retient de ce sommet. Donc, d'être sur le terrain, de bien comprendre les besoins et d'impliquer les gens qu'on aide ultimement. M. Pinard le disait, ils font partie de notre organisation, ces gens-là. Donc, c'est un autre des thèmes qui revient là, dans les réponses. Ça continue d'entrer. Je continue de comptabiliser. Oui, puis je me permets, j'ai scanné moi aussi, mais il y a tout le secteur du financement, là, donc la prévisibilité, les questions de reddition de comptes allégées et pertinentes, les liens entre les bailleurs de fonds, notamment du milieu philanthropique, mais autres, pour peut-être un peu mieux coordonner cette question de soutien et de reddition de comptes. Bon, le mot collaboration, encore une fois, hyper important. Ça a capté mon attention, la prise en compte de la lecture des besoins et des solutions déjà convenues dans les milieux, au lieu d'arriver avec un nouvel agenda lié à une mission d'un organisme philanthropique. Donc, être dans le respect des processus locaux et régionaux, par exemple. Sur le financement aussi, de voir une évolution puis un certain équilibre dans le financement de causes urgentes puis de causes systémiques, puis de voir comment ça va évoluer et comment on déploie des ressources philanthropiques pour agir aux deux niveaux. Puis toute la question de la participation le terme qui a été utilisé, bénéficiaires, mais les premiers intéressés, encore une fois, c'est revenu dans plusieurs commentaires. Si on réussit au cours des prochaines années à favoriser cette participation-là pertinente et influente. Puis il y a eu aussi le soutien et parfois l'influence directe sur des politiques publiques. C'est revenu aussi dans vos commentaires. Là, ça défile derrière moi. Si Marilyn, tu veux ajouter, sinon, pas sinon, mais s'il y a des gens qui veulent se prononcer, il y a le micro 1 et 2. Pendant que vous vous ruez tous au micro, là, il y a des éléments qui entrent sur la collaboration et la mobilisation de l'État. Donc, que ce ne soit pas la philanthropie qui agisse en désengageant l'État, mais bien cette collaboration entre les deux milieux, puis également la réalisation puis l'augmentation de collaboration concrète intersectorielle, qui est un peu aussi sur le même sujet. C'est des choses qui te frappent? Bien, je trouve ça intéressant de voir le premier commentaire. Là, si on a moins de raisons pour nous indigner, comme M. Iacarini disait, bon, c'est un indicateur qu'on a réussi, puis on carbure par le fait de vouloir aider nos gens, on est des fois indignés là, par des situations, il faut qu'on prend action. Je pense que c'est ça qui caractérise notre milieu. On cherche des solutions, puis on prend action, puis on n'est pas seulement dans la discussion. Là. Est-ce qu'il y a des gens qui se dirigent vers le micro? Madame, non? Vous vous dirigez vers la porte? Non? OK. Est-ce que, il y a comme on dit en anglais, il y a un dimmer, là, je sens l'énergie. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se prononcer? Ça englobe, vous vous sentez représenté par ce qui a été dit? Alors voilà, je vais te laisser donner les dernières instructions avant. Mais on a encouragé. Oui, monsieur, merci. Vu que vous nous encouragez à parler, je vais prendre la parole. Nous, ça fait 10 ans qu'on est dans le secteur communautaire et depuis 10 ans, on prend des risques qui ont été à travers notre salaire. On n'était pas payés pendant des années. Des risques à travers les bailleurs avec les parties prenantes. Mais des fois, on sent qu'il y a beaucoup de réflexion, mais il n'y a pas nécessairement beaucoup de risques du côté plus fondation.
Donc, moi, j'invite les fondations à prendre des risques. Dans le milieu des startups, on dit fail fast, fail forward. Je pense que cette idéologie-là pourrait bénéficier un peu au milieu philanthropique. De prendre des risques, d'essayer à plus petite échelle, de laisser grandir les projets. On l'a vu tranquillement, pas vite, depuis dans les dernières années, mais je pense que ça pourrait être intéressant. Je pense que dans 5 ans, on arrivera à un milieu philanthropique qui répond probablement mieux aux besoins parce qu'il a pris des risques et qu'il a essayé des choses. Excellent, merci. C'est un bel Prise de appel à risque. l'action. Capital, il y a eu le capital patient, la prise de risque et le partage des apprentissages. Là, c'est vraiment des thèmes qui sont venus, mais effectivement, si le milieu philanthropique n'est pas tolérant au risque, qui le sera? Hein? Voilà. Alors, merci. Oui. Alors, si on parle du risque, j'ai le goût d'ajouter quelque chose. On a vu passer, je pense, 2, 3 ou 4 commentaires concernant le décaissement de plus de 5 provenant des fondations. Oui. Alors, est-ce que c'est un gros risque à augmenter justement la part des fondations directement? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut me répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Dans le milieu des fondations, il y en a, je vais vous donner un exemple, des trottiers qui étaient représentés. Est-ce que Jean-Patrick est toujours ici? Non? Qui sont dans un état de prédisposition à décaisser, entre guillemets, plus rapidement le capital, autant par rapport à l'urgence d'agir que des besoins des organisations. Ils se sont affichés comme tels. C'est assez intéressant. Il y a aussi une partie des réflexions qui se sont passées au cours des dernières années, c'est de faire profiter aussi le 95 %. Il y a le 5 % mais qu'est-ce que tu fais du 95 %? Puis le 95 % minimalement ne devrait pas contribuer au problème, mais faire partie de la solution. Donc, comment faire contribuer ce capital en lien avec la mission? Puis l'exemple concret qu'on a entendu, c'était la discussion autour de Christian Iaccarini. Est-ce qu'il y a une partie de ce capital-là ou l'ensemble de ce capital-là qui peut être dans la finance sociale, justement pour être ce capital patient? Donc, il y a de plus en plus. Puis, il y a une discussion, puis là, je renvoie à Joanne Liu, qui disait « Je ne comprends pas que les gens ne veulent pas voir l'impact de leur contribution, de leur vivant, qui, évidemment, amène à décaisser plus vite, entre guillemets. » Donc, c'est effectivement des discussions qui devraient se poursuivre, tout en se rappelant que décaisser trop vite et arrêter brusquement a des effets très, très dramatiques pour des organisations et des milieux. C'est tout cet équilibre-là. Je lance les balles et je jongle avec toutes les positions que j'ai entendues sur la question. Oui. Bonjour, Nancy Lee de la Fondation Desjardins. J'aimerais réagir sur ce point-là parce qu'on a ces réflexions-là de notre côté, tant au niveau de notre propre fonds de capital à la Fondation Desjardins. Nous, on verse 10 % de la valeur de nos actifs là, pour nos propres dons. Puis, on accompagne les membres et clients Desjardins aussi dans la réflexion sur leur propre philanthropie. Puis, c'est un élément qu'on amène souvent de dire, bien, vous donnez maintenant, mais il y en a d'autres qui vont donner plus tard. Puis, je pense que ça s'amène. Je pense qu'on a une réflexion à avoir au niveau des fondations sur le fait qu'il y en aura d'autres fondations qui vont se créer, il y a d'autres argent qui va être investi, ce qui fait en sorte que peut-être que collectivement, cette réflexion-là sur notre propre responsabilité à donner davantage que le 5 %, bien, en tout cas, moi, je pense que ça peut être une réflexion intéressante à avoir parce qu'on le sait qu'il va en avoir d'autres dons qui vont être faits, d'autres fondations qui vont se créer, d'autres opportunités. Fait que je pense que si on vise à équilibrer les besoins présents puis les besoins futurs, bien, c'est une réflexion importante à avoir collectivement. Tout à fait. Merci. J'ai pu le constater, là, la pandémie a ébranlé les colonnes du temple aussi là-dessus, compte tenu de l'urgence climatique et le reste. Donc, c'est des bonnes questions. Jacques Bordelot. Oui, Jacques Bordelot.
Moi, ce qui me venait, c'est-à-dire qu'il me semble qu'un des préalables, c'est aussi qu'un jour, on accepte aussi de se donner un espace entre fondations pour aussi identifier les freins à nos propres aspirations. C'est-à-dire que on s'est laissé inspirer là, depuis 2 jours. On a parlé d'une philanthropie qu'on souhaiterait plus collaborative. On a parlé d'une philanthropie qui accepte de se laisser déranger, qui se met à l'écoute par et pour. Mais comme observateur du terrain, je sais bien que entre nos aspirations puis comment ça se vit tous les jours, on s'enfarge nous-mêmes là, comme organisation. Là, puis on n'arrive pas toujours à aller où on souhaiterait aller. Et il y a des freins qui sont liés à la fois à nos schèmes mentales, mais il y a des choses qui sont liées aussi à nos positionnements dans notre milieu, dans nos écosystèmes. Même si de prime abord, les fondations ne sont pas en concurrence, elles sont quand même des organisations qui cherchent à se positionner. Alors, par rapport au milieu, par rapport à des donateurs. Alors, bref, ce que je cherche à déposer, c'est que je pense que c'est important de se dire à nous-mêmes qu'est-ce qu'on aspire pour la suite. Je pense aussi qu'il y a un travail qui vaudrait la peine de faire entre nous pour se dire aussi quels sont les freins. On parle d'investissement responsable ou investissement lié à la mission, mais mon observation, c'est qu'il y a beaucoup de fondations qui ont encore de la difficulté à l'incarner. Puis je vais être clair, là, je ne suis pas dans le jugement, là, mais je cherche juste à dire, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas, dans bien des cas, à incarner là, nos propres aspirations? Je pense qu'on cherche juste à faire les bonnes choses pour le bien commun. Alors, bref, je pense que ça, il y a encore un travail d'introspection qui gagnerait à faire, là, pas juste individuellement, mais collectivement, puis de voir quels sont les leviers qu'on pourrait se donner afin de pouvoir aller où on souhaite aller collectivement. Là. Merci. Jacques, l'intervention de Jacques Bordelot nous renvoie à quelques interventions durant l'événement, notamment que Bruno Marchand nous disait, quand on parle de changer, de se transformer, on parle toujours des autres. Alors, il faut commencer par nous-mêmes. Donc, je pense que tu nous renvoies. Puis, la référence au deuil, puis la référence à la collaboration radicale, puis la prédisposition à s'attaquer à des questions inconfortables pour certaines, puis de se créer des espaces dans le milieu pour aller au bout de ça. Alors, c'est une intervention inspirante pour les prochaines étapes. Bonjour, mon nom est Nancy Saint-Pierre, directrice de bénévoles d'expertise. Il y a environ 11 ans, il y a des gens qui ont osé, puis de par leur agilité de donation, Centraide Québec, Chaudière-Appalaches, puis Industrielle Alliance, ils ont osé. Ils se sont mis devant la falaise, si je peux me permettre, mais ils ont investi dans bénévoles d'expertise. Puis si on était novateur, on créait quelque chose de nouveau, puis on dit on va essayer quelque chose. Bien, ça fait 11 ans que ça existe. Je souhaite, dans 5 ans, qu'il y ait davantage de projets, puis que les fondations ou les entreprises qui donnent des sous sortent de leur zone de confort, puissent analyser des nouveaux dossiers qui ne sont peut-être pas dans leurs orientations de dons ou de commandites. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont émerger qui seront nouvelles. Très bien. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation à cette plénière. Elle vous appartenait complètement. Alors, des instructions pour le repas. Merci François. Je pense qu'on a tous très faim, donc on...